Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le podcast de celles et ceux qui font l'IA. Salut, aujourd'hui je t'accueille dans le 6e numéro de Mais qu'est-ce qu'on va devenir, le podcast autour de l'IA et des gens qui travaillent et qui font et qui parlent de l'IA, tout simplement. Et là j'ai le grand plaisir d'accueillir Franco qui va nous parler IA, qui va nous parler Flutterflow, un outil no-code dont il va nous parler plus en détail. Salut Franco, bienvenue. Salut Laurent, merci de m'accueillir dans ton podcast, ça va être sympa d'échanger sur tous ces sujets. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Donc l'idée c'est que tu vas réagir par rapport à l'IA dans ton métier, ce que tu en fais au quotidien, que les auditeurs entendent ce que tu fais, ce que tu proposes. Si tu as des sujets chauds, des coups de gueule, des coups de cœur, des choses comme ça, on les abordera à ce moment-là. Tu nous feras un petit focus Flutterflow aussi à un moment donné, parler de cet outil dont je parle quand même un peu de base. Peut-être de l'IA dans Flutterflow. Je suis pas spécialement, moi, expert de cet outil. Je le connais même quasiment pas, donc je n'ai pas une vision précise. Et puis, on finira tranquillement sur tes ressentis par rapport à cette évolution de l'IA dans le contexte de « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Qu'est-ce qu'on va Alors, si on parle de l'IA et de l'actu, est-ce qu'il y a une actu qui t'a fait réagir récemment ? Moi, il y a une actu qui m'a beaucoup intéressé récemment, c'est que ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, mais Flutterflow, la société de Flutterflow a créé un nouvel outil qui s'appelle Dreamflow et qui vient se positionner un petit peu en concurrent des outils vibe coding type Lovable, Bolt, etc. Et donc qui vient vraiment apporter un plus sur le développement d'applications mobiles parce que Dreamflow est quand même très focus sur le mobile en vibe coding. Flutterflow met le paquet en ce moment sur cet outil pour venir se positionner sur ce sujet de vibe coding. Et donc je suis très près les évolutions de cet outil. Est-ce que tu as eu l'occasion de le tester déjà ? Oui, bien sûr, je l'ai testé, je le teste quotidiennement en ce moment. Donc sur Dreamflow, c'est aujourd'hui sur toute la partie génération d'une application d'un point de vue design, interface, c'est assez redoutable. Ça génère vraiment des applications intuitives en quelques prompts. Ensuite, il y a la possibilité de connecter un back-end Supabase, Firebase. À la base, Flutterflow voulait offrir la possibilité de connecter Dreamflow à Flutterflow. Ça ne sera pas le cas pour finir. Ça sera deux outils distincts. Donc on pourra créer des applications vraiment en mode vibe coding sur Dreamflow. Donc en fait, tu es juste en train de me dire que ça va rester, il va y avoir une barrière étanche entre Flutterflow et Dreamflow. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, plus concrètement, de la part d'un éditeur de faire ce cloisonnement ? Pour l'instant, c'est comme ça. Alors après, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour plus tard ? Je ne le garantis pas. Mais pour l'instant, il travaille principalement sur Dreamflow parce que je pense que la connexion, la façon dont les choses sont générées sur Flutterflow et le son sur Dreamflow, ça apporte certainement de la complexité de venir rendre compatible tout ça en no-code. Donc déjà, je pense qu'ils veulent améliorer l'outil Dreamflow qui est vraiment très jeune.
Donc on n'est pas dans la poudre de perlimpinpin, là, on est vraiment dans des réalités où l'IA permet de créer des interfaces d'applications mobiles avec Dreamflow d'une façon simplifiée. Et la question que je te pose, c'est tout le monde peut accéder à cette compétence-là ou il faut quand même avoir un peu de connaissance parce que je sais que tu es développeur à la base. En vérité, en fait, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que tout dépend le niveau de complexité de l'application à laquelle on va s'attaquer. Pour faire une application très basique, pour tester quelque chose, le vibe coding est vraiment accessible à tous. Et les outils de vibe coding diront même qu'on peut aller plus loin, ce qui est vrai. Sauf que je pense que même si on ne code plus nous-mêmes, pour bien développer en vibe coding, ça va comprendre un minimum ce qui se passe derrière, ce que l'IA est en train de générer pour pouvoir l'orienter, la remettre dans le droit chemin s'il y a un niveau d'hallucination. Et je pense que c'est à partir de là où ça peut se complexifier si on veut faire des très grosses applications. Je pense en tout cas que quelqu'un qui a vraiment aucune culture digitale et qui juste pose des questions, enfin donne des recommandations à l'IA, eh bien va se retrouver avec une application qui est peut-être pas optimisée, pas sécurisée. Mais faire une application, je dirais niveau 1, c'est accessible effectivement. Sur la partie no-code avec Flutterflow, je dirais que là, il va falloir se plonger un petit peu plus dans l'outil, se former. Moi, j'accompagne, c'est mon cœur de métier aujourd'hui d'accompagner des clients sans compétences techniques. Donc, sur ce sujet-là, Flutterflow, je sais quelle est la courbe de progression moyenne, on va dire, de quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques. Ça demande quand même de se plonger dans l'outil, de comprendre comment utiliser une interface de programmation visuelle. Ça demande de comprendre ce qu'est une base de données, ce qu'est un back-end, ce qu'est un front-end, comment est-ce qu'on branche tout ça, comment est-ce qu'on donne vie à une application. Pour publier une application sur les stores, ça demande de comprendre ce qu'est comment fonctionnent les stores Apple Store, Android Store, comment est-ce qu'on connecte son application à ces outils, à ces plateformes, les réglementations, les soumissions d'application, etc. Ça demande quand même de monter en compétence sur ces technos, mais en revanche, c'est accessible à quelqu'un de motivé qui a vraiment envie de monter en compétence. C'est tout à fait possible pour quelqu'un qui n'a aucune compétence technique de s'approprier ces outils. Donc, le code et le no-code a encore de l'avenir. Je crois même beaucoup plus d'avenir finalement avec toutes ces expériences de vibe coding. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je pense que ça a tout à fait de l'avenir. Les outils évoluent. La mise à jour de Flutterflow avec Dreamflow montre que, en fait, on a eu le no-code qui est apparu. Il y a des outils no-code qui sont apparus. Ensuite, là, le vibe coding arrive et répond à un vrai besoin, parce que j'ai essayé le vibe coding, c'est assez redoutable. Et tout simplement, en fait, les outils s'adaptent. Donc, il y a de la concurrence entre les logiciels, mais au final, on voit des tendances avec des sociétés qui s'adaptent à ces tendances. Je pense que c'est de moins en moins compliqué techniquement de développer des applications, mais c'est pour ça que, en fait, l'enjeu est quand même principalement sur la vision produit, bien comprendre à qui on s'adresse, sur quel type de fonctionnalité, avec quel type de fonctionnalité on va résoudre quel type de problème, comment est-ce qu'on va aller chercher nos utilisateurs pour les mettre sur nos applications. Et ces outils de vibe coding qui permettent d'aller plus vite, je trouve que c'est une opportunité parce que ça nous permet de tester plus vite des choses, de pouvoir jeter, de pouvoir itérer pour créer des produits qui sont toujours plus pertinents pour nos utilisateurs. Bon, on a hâte de voir un peu tout ça et de voir ce que tu vas faire avec ça. D'ailleurs, je profite pour dire à nos auditeurs que Franco a développé une formation Flutterflow et que cette formation, vous pouvez la retrouver chez Impel.pack. On vous donnera tous les éléments pour nous retrouver et surtout nous rejoindre sur la plateforme. Je voudrais qu'on vienne maintenant un peu plus sur toi. Et toi, il y a dans ton quotidien, en faisant abstraction de Flutterflow dont on a bien parlé,
avoir ta position, toi, en tant que développeur sur l'IA dans ton quotidien de métier. Où est-ce qu'elle t'aide? Et je ne parle pas uniquement que de fabriquer des applications Flutterflow, où elle ne t'aide pas, où elle t'inspire, où elle te gave. Si tu as des anecdotes à nous partager, des galères, des lives, des retours, quelque chose qui nous donne envie de voir vraiment ta position là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le podcast de celles et ceux qui font Moi, l'IA, elle fait partie de mon quotidien. Je pense qu'il y a eu vraiment cette montée en puissance de l'IA où on avait un petit peu des posts qui disaient j'arrive à faire tel type de choses avec l'IA, un petit peu comme si c'était le nouveau gadget qui permettait de gagner du temps. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'IA, c'est plus une option, en tout cas dans nos métiers, dans la plupart des métiers. Parce que ça apporte une puissance qui est assez impressionnante et qui devient indispensable dans la mesure où la plupart des gens vont utiliser ces outils de plus en plus. Donc moi, l'IA m'assiste sur à peu près tout, mais toujours avec cette même approche où je fais toujours l'effort de cadrer les choses avant pour pouvoir guider l'IA sur ce dont j'ai besoin. Par exemple, sur la création de contenu, sur une vidéo, je vais travailler le plan de ma vidéo avec l'IA, mais ce plan va être systématiquement retravaillé parce qu'il y a toujours des choses qui ne me conviennent pas. Une vidéo, par exemple, sur ma vidéo YouTube, je récupère un transcript avec de l'intelligence artificielle. Ce même transcript, je le renvoie dans une intelligence artificielle qui va me le structurer en article de blog. En fait, juste faire ces actions, de faire une vidéo, si je n'ai pas le transcript, qui est quand même assez, je trouve c'est assez redoutable, le transcript par intelligence artificielle. Si je n'ai pas ce transcript-là, recycler cette vidéo en article de blog, ça me prendrait énormément de temps, alors que là, vraiment, c'est ultra rapide, ça me prend, je sais pas, je dirais une demi-heure pour relire l'article, le structurer, le publier. Donc c'est vraiment très efficace. Donc ça, c'est pour la partie création de contenu. Sur la partie développement, j'utilise l'IA pour, par exemple, pour challenger mon idée, pour vraiment cadrer la partie vision produit, j'utilise l'IA. Ensuite, une fois qu'on doit cadrer le projet, notamment en rédigeant des user stories sur tous les flows qu'on va retrouver dans une application, j'utilise l'IA. Ça me permet d'aller plus vite, mais tout en relisant derrière. L'architecture de ma base de données, je mets de l'IA pour la créer. Et ensuite, l'IA est aussi là comme assistante, comme assistant. À chaque fois que j'ai une question, un bug, je vais utiliser l'IA pour aller plus vite dans les actions que je peux faire au cours de ma journée. Donc j'entends en fait que pour toi, l'IA, c'est un vrai outil. Oui, c'est un vrai outil qui pour moi est vraiment qui devient indispensable. C'est ce que j'explique à mes clients, c'est que c'est vraiment très important d'utiliser l'IA pour pas perdre de temps sur des choses qui peuvent être faites très rapidement au final. Ce que je veux dire, c'est que il y a des écoles, il y a des débats en ce moment, il y en aura certainement de plus en plus sur est-ce que l'IA remplace l'humain, est-ce que l'IA est un outil, et donc on voit quand même déjà ces débats, ces camps, ces arbitrages, des mouvements résistants qui peuvent peut-être se mettre en place. Tu ferais partie de quelle école, toi ? Je pense que quand un train est en marche, c'est compliqué de l'arrêter et que je vois pas d'intérêt de résister à cette vague IA, dans le sens où elle est là et il y a vraiment une adoption qui est en cours. Donc je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certes l'IA fait faire beaucoup de choses, mais l'IA vraiment amplifie les choses pour moi. Et aujourd'hui, si moi avec une IA je veux faire du XAR
en posant des questions à ChatGPT pour dire comment est-ce que je fais ça sur XAR. Je prends cet exemple comme tu es expert de XAR. Eh bien, si toi, avec cette même IA, tu utilises XAR, tu vas aller beaucoup plus vite que moi. Et donc, le fait que tu aies cette expertise sur cet outil reste quand même importante parce que, résultat, toi plus une IA, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et loin sur la création d'un sujet XAR où tu es expert. Et c'est la même chose pour moi avec le développement mobile. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, tout le monde est juste devenu meilleur, mais les gens qui sont experts dans leur sujet sont encore meilleurs qu'avant. Donc, venir sur un sujet, utiliser qu'on ne maîtrise pas avec une IA, en fait, on ne sera pas plus fort que quelqu'un qui a cette expertise sur le marché. Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. J'utilise, alors moi je suis plutôt sur des stacks, pas GPT, mais plutôt Perplexity, Comet et puis Dust pour les agents IA. Et parce que je garde toujours un peu, notamment pour Dust, cette notion de la souveraineté de la donnée. Moi, si tu me connais, je suis très sur la donnée souveraine. Et en fait, je reconnais qu'effectivement, ça challenge, ça ouvre des perspectives, ça permet de t'améliorer et ça permet de transmettre aussi ses compétences dans nos formations avec les fondamentaux qui restent quand même de notre prérogative. J'entends par là, tu sais, quand on fait des applications, il y a des phases indispensables et indissociables d'un projet. C'est ce que tu disais au début, c'est connaître ses besoins, les exprimer, travailler tout ça dans des cahiers des charges, de fonctionnalités. Et ça reste encore du précaré humain parce que c'est clairement les choses sur l'IA qui fait que de la prédiction ne pourra pas véritablement te construire fondamentalement à la virgule près. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur comment les choses vont évoluer dans les 5 prochaines années. Quand on voit, j'ai testé ChatGPT au tout début, quand c'est arrivé. Entre-temps, vraiment, les outils ont explosé, sont de plus en plus puissants. Quand on voit les agents IA aujourd'hui, qui permettent de faire toutes sortes de choses, j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Hein. Forcément, il y a de l'incertitude, mais je pense qu'il y a quand même vraiment cet effet d'amplificateur dans l'intelligence artificielle et qu'un expert avec une IA sur son sujet sera meilleur que quelqu'un qui est qui a aucune compétence sur un sujet et qui utilise l'IA pour essayer de bricoler quelque chose. Et juste on aura juste relevé le niveau global et donc les choses vont se rééquilibrer. Ce qui était difficile aujourd'hui sera la norme et ce qui était exceptionnel aujourd'hui sera ce qui est difficile demain. Mais c'est ma vision des choses sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors du coup, coup de gueule ou pas coup de gueule? Tu as quelque chose à dire par contre qui t'irrite ou pas? Coup de cœur ou coup de cœur, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Sur la thématique de l'IA, du no-code, pas vraiment. Bon, mis à part peut-être je pense que c'est ce débat un petit peu stérile, je trouve, sur la techno, le code, pas le code, l'IA, pas l'IA. Il y a encore beaucoup ce débat sur les réseaux que je peux voir. Certains développeurs anti-no-code ou des développeurs qui voient leurs outils comme une religion. Je pense que ça, c'est vraiment une erreur parce que au final, tous ces outils sont des moyens de résoudre des problématiques, soit des problématiques utilisateurs, soit des problématiques métiers quand on fait des applications B2B. Et en fait, ça, c'est vraiment ma vision c'est l'approche que j'offre à mes clients. C'est vraiment, déjà, on se focalise sur le produit, sur la problématique, sur
sur comment est-ce on va résoudre une problématique pour quel type de personne. Ensuite, de tester et de créer un MVP, un produit simple qu'on peut mettre très rapidement dans les mains de ses utilisateurs et d'itérer rapidement, pouvoir améliorer au plus vite son produit, le rendre de plus en plus pertinent. Et donc, je trouve que le côté voir des outils comme une religion, c'est pas en fait, on se trompe de combat. Je vois, il y a beaucoup ce débat entre WordPress et Webflow. J'ai jamais compris en fait cette guerre entre WordPress et Webflow. Dans la mesure où un site internet c'est censé être un levier pour trouver des leads, si le setup il est bien fait, que le SEO marche et que la personne est très bien avec WordPress ou Webflow, grand bien lui fasse. Mais je pense que c'est ça qui est peut-être agaçant de voir ce débat qui prend beaucoup de place sur le type d'outil, est-ce que c'est no-code, pas no-code, etc. Après, c'est vrai qu'on est dans des environnements marketing poussés à l'extrême. Donc, tu sais très bien que quand il y a de la nouveauté, il faut un peu jouer des coudes dans la cour pour prendre un peu de place. Et ça fait partie du jeu. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, je dis toujours, si vous êtes fan d'un outil, gardez-le. Parce que il continuera à faire le job. Il n'est pas prêt d'être dépositionné, sauf si vraiment il ne se réinventait pas. Je suis pas certain que les outils, même historiques, ne cherchent pas justement à se réinventer pour garder des parts de marché. Prends l'exemple de Copilot de Microsoft, c'était un peu à la ramasse et là, ils sont en train de refaire une stratégie complète. C'est sûr, les outils se réinventent. Je suis d'accord. En tout cas, merci pour tous ces points, ces explications. Et on arrive à la fin du podcast. Franco, en conclusion, qu'est-ce qu'on retiendrait? Et tu sais que mon podcast s'appelle « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et moi, j'aimerais aussi te poser la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, moi, mon ressenti aujourd'hui, sans faire de prévision, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur comment les IA vont évoluer, mais j'ai l'impression que, en fait, on revient vraiment au basique. C'est que déjà, il y a 5 ans, quand on développait un produit, on devait avoir cette vision, je résous une problématique avec mon application. Le développement a toujours été au service de cette finalité, ce qui est de répondre à des problèmes utilisateurs. C'était tellement compliqué de développer à l'époque qu'on a eu beaucoup ce côté, il y a des gens qui sont juste développeurs, juste designers et qui se sont un peu éloignés de la problématique finale de l'utilisateur. J'ai l'impression que maintenant, tout va beaucoup plus vite avec les techno IA et donc on est tous obligés de s'intéresser encore plus à nos utilisateurs, les problématiques soit business, les problématiques soit utilisateurs. Par exemple, je vois des agences de design qui aujourd'hui se positionnent beaucoup plus en s'intéressant à comment est-ce qu'on repositionne ta marque pour que tu aies une meilleure acquisition. Moi, aujourd'hui, sur de l'application mobile, j'ai vraiment cette position où on travaille la vision produit, on challenge toute cette partie-là avant même de passer au développement. Je développe pas juste pour développer. Donc, j'ai l'impression que ce phénomène va s'amplifier encore plus avec le temps. Merci Franco, merci d'être passé. Merci à toi Laurent. Et puis on se retrouve très prochainement avec plein d'événements, masterclass, animation de la communauté sur School, et puis naturellement les formations Flutterflow. Et il suffira juste de suivre les liens qui vous seront donnés dans ce podcast pour aller un peu plus loin avec Franco. Je te remercie.